L'écrivain, le poète, l'homme engagé, l'alpiniste aussi, Eri De Luca est l'invité du Grand Angle. Bonjour Eri De Luca. Bonjour. Alors, difficile de vous présenter en quelques mots. Vous êtes romancier, vous avez d'ailleurs de très nombreux lecteurs en France et dans tout le monde francophone. Vous avez aussi écrit de la poésie, des pièces de théâtre, des nouvelles. Vous êtes aussi traducteur. À 18 ans, vous avez quitté Naples, votre ville natale, pour Rome, où vous serez pendant plusieurs années un militant d'extrême gauche. Ensuite, ouvrier, notamment chez Fiat, et puis en France aussi, dans la banlieue parisienne. Alors, vous voulez vous engager dans l'humanitaire, et là, par hasard, dans un centre de formation en Italie, vous tombez sur une Bible qui va peut-être changer le cours de votre vie. Qu'a signifié pour vous la lecture de la Bible? L'accès à un format de l'histoire de la parole qui a rejoint pour moi le maximum de puissance et d'efficacité. Ouais. La divinité décide de se manifester avec des mots. Et ces mots ne sont pas tout simplement une communication avec des écouteurs. Ce sont des mots qui réalisent et produisent la création. Ouais. Donc pour moi, c'était un résultat inouï. C'est un sommet de cet outil de la parole. Et vous avez même appris l'hébreu, le yiddish aussi. C'est pour ça que j'ai appris l'hébreu, l'ancien hébreu, pour pouvoir remonter à la source originale de cette histoire du monothéisme, cette version du monothéisme. J'ai lu que vous lisiez encore la Bible tous les jours, c'est vrai? Oui, je me réveille en ancien hébreu. Tous les jours. D'accord. J'ai besoin de cette choc le matin. Alors vous êtes né, je le disais, à Naples, vous avez vécu plusieurs années dans le quartier populaire de Montevideo. D'ailleurs, vous en avez fait un livre qui avait eu le prix Femina étranger en 2002, Montevideo. Avec le recul, que représente cette ville de Naples? Vous êtes un enfant de Naples? Complètement. Parce que le napolitain a été ma langue mère, il est encore ma langue mère. Je me dispute avec moi-même en napolitain, je m'insulte en napolitain. Et après, cette ville m'a formé mes premiers sentiments de justice, de honte, de compassion, de colère, se sont formés sur des cas napolitains. Ouais. Donc j'ai un système nerveux napolitain aussi. On parle souvent de l'identité des gens. Vous avez une identité multiple, mais vous êtes d'abord napolitain, puis italien, puis européen? D'abord napolitain. D'abord, je suis un citoyen de la Méditerranée. Parce que je dois à cette mer tout ce que j'appelle civilité et civilisation. Tout de l'astronomie jusqu'au monothéisme, à l'alimentation, à la philosophie, la géométrie, tous les nombres aussi, les nombres arabes, sont venus tous de la mer. Donc, d'abord, je suis méditerranéen. Après, le détail est que je suis exactement de Naples. Et italien par histoire récente de mon pays. D'accord. Et vous êtes aussi un sportif, un alpiniste chevronné. Vous avez monté des sommets dans l'Himalaya. Et qu'est-ce qui vous a donné la passion de la montagne? C'est votre père? Exactement, mon père. Parce que mon père avait été chasseur alpin pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et de ce temps maudit de sa vie, il a remporté un sentiment de gratitude envers les montagnes. Et me l'a transmis, ce sentiment de gratitude. J'ai commencé à aller en montagne. Et vous avez grimpé dans les Dolomites avec lui, alors? Dans les Dolomites. Non, sans lui, après lui. Après lui. Ouais. Mais si, les Dolomites, c'est mon terrain préféré. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'escalade? Aller à quatre pattes, sans demander le permis à personne. Ouais. Non, et après, monter sur des parois qui sont libres de propriété privée. Si je vais monter la grande cime de l'Avaredo, je le fais sans demander le permis à personne. Vous escaladez seul? Les deux, seul et en compagnie. Où est-ce que vous avez appris le français? Ici, à Paris. En travaillant sur les chantiers dans les années 82, 83, et après avec mes lectures. En fait, vous étiez un Manuel qui est devenu un écrivain. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Non, je reste encore Manuel. Donc pour moi, l'expérience matérielle et physique est indispensable, est la source de ma connaissance. Et la tête, c'est le terminal de cette expérience. Ouais. Alors vous avez dit, vous avez été un ouvrier, vous avez travaillé la matière, mais vous travaillez aussi les mots. Quel est le rôle pour vous d'un écrivain? D'abord, est d'écrire bien ses histoires. D'accord, de raconter des histoires. Et après, s'il veut faire quelque chose en plus,
Il doit faire ce qu'il doit faire un cordonnier s'il veut faire quelque chose en plus que faire bonnes les chaussures. Un cordonnier devrait faire aller tout le monde avec des bonnes chaussures sur le trottoir. Et un écrivain devrait permettre à tout le monde de pouvoir employer au mieux possible les paroles et ces paroles pour être écoutées. Ouais. La question est que beaucoup de paroles civiles de mon pays sont des paroles non écoutées, des luttes civiles, des luttes sociales qui sont ignorées ou discriminées ou sont ridiculisées. Et donc, quelqu'un comme moi peut-être l'utile qui fait comme amplificateur du signal et de la voix envers les lancer plus au large. Être un outil pour ouvrir la bouche de ceux qui n'ont pas l'écoute. Ouais. Et donc vous avez toujours été un citoyen qui a ouvert sa bouche, qui a parlé, qui a pris la parole. Vous êtes un homme engagé. Par exemple, vous vous êtes mobilisé il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, contre la fameuse voie, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Vous avez même été poursuivi en justice en Italie. Vous avez failli faire de la prison. Cette ligne Lyon-Turin, finalement, elle va être construite. Donc vous avez perdu quelque part cette bataille. Je ne crois pas. Ils sont en train de gaspiller l'argent public qu'ils ont reçu, mais je ne crois pas qu'ils termineront l'œuvre. Chose inouïe chez vous, mais chez nous, c'est normal. En Italie, centaines de grandes œuvres publiques sont restées à moitié, comme ça. Des travaux inutiles. Des travaux inutiles pour le but, mais très utiles pour gaspiller de l'argent public et le donner à des entreprises liées au parti. Donc c'est tout un modèle de développement chez nous. Ouais. De votre confrontation avec la justice italienne, vous avez tiré un livre, vous avez écrit un livre qui s'appelle La parole contraire. Si. Finalement, ce qui s'est passé dans l'affaire du train à grande vitesse, c'est la liberté de parole des gens. C'était ma liberté de parole qui avait été incriminée. Et donc, je l'ai défendu parce que j'ai défendu mes mots, parce que je suis le défenseur de mon vocabulaire. Je ne peux pas le réduire pour faire plaisir à la justice. Et donc, j'ai redit mes mots de contrariété et j'ai eu raison. Dans le tribunal. Oui, donc vous n'avez pas été condamné? Non, j'ai été relaxé avec la formule la plus nette. Parce qu'en fait, vous aviez incité, c'est ce que le tribunal vous reprochait, les gens à saboter les travaux. C'était une incrimination, une incitation à commettre des crimes, avec mes mots. Alors justement, vous avez été un militant d'extrême gauche, vous avez été un militant engagé, vous êtes aujourd'hui un écrivain, un intellectuel. C'est le même homme qui s'exprime dans les deux actions, mais autrement, différemment? Quand j'étais un militant révolutionnaire, je me trouvais dans une communauté d'insurgés. Aujourd'hui, je suis seul. Je suis un écrivain qui a un petit podium pour être écouté et un citoyen qui peut employer ce petit podium pour aider des luttes de son pays auxquelles je crois. Mais où est-ce que vous avez plus de pouvoir en tant que militant Je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. L'écrivain n'a pas de pouvoir, selon vous? Pouvoir, non. A un droit d'écoute, d'être écouté peut-être, mais n'a pas de pouvoir. D'influence? Influence. Si ce n'est pas une influence climatique, si c'est une influence sentimentale ou éthique, peut-être, oui. Alors, vous participez en ce moment, je le disais, à Paris, au festival Italissimo. C'est un festival de culture et de littérature italienne, au pluriel. Vous serez ce soir à la Maison de la Poésie, c'est dans le 3e arrondissement de Paris, je crois. Vous aurez carte blanche face au public. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vais partir à expliquer mon entrée pour les mots de la divinité, du monothéisme. Je vais partir comme ça et arriver jusqu'au naufrage de la Méditerranée. Oui, parce que vous allez bientôt y aller en Méditerranée pour témoigner de ce qui se passe avec les réfugiés qui meurent tous les jours. Dans les prochaines semaines, je suis à bord d'un bateau bateau Prudence des Médecins Sans Frontières qui croise les eaux face à la Libye et vient tout récemment, dans les derniers jours, elle est arrivée à Trapani, ce bateau, avec 540 personnes sauvées de la mer. Justement, alors l'Europe, l'Italie, d'une manière générale, on dit que l'Europe est en crise aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce pessimisme sur la situation politique en Europe? Je trouve que l'Europe s'est attardée à bouger. Est restée trop longtemps ferme dans cette gare. Et je suis d'accord avec le projet de
accélérer pour ceux qui ont désir, pour les nations qui ont désir d'accélérer le processus d'unification. Mais mon idéal est celui des États-Unis d'Europe. Vous êtes un défenseur... Je suis un extrémiste européiste. Je veux une Europe beaucoup plus unie que ça. Mais c'est une utopie totale. Les utopies, ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas encore dans ce lieu. Donc, utopie, littéralement, veut dire ce n'est pas dans ce lieu. Mais le lieu se produit, arrive. Ouais. Donc l'utopie, c'est tout simplement une prévision du temps. Alors aujourd'hui, on est loin des États-Unis d'Europe, on est plutôt dans une Europe de plus en plus populiste. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements populistes, par exemple, même aux États-Unis, Trump ou le Brexit en Grande-Bretagne? Comment est-ce que vous expliquez ces phénomènes? Trump, c'est un accident de la démocratie américaine qui va être surmonté très vite, je crois. Il ne terminera pas son mandat. Mais tous ces populismes pour moi, sont des lestes qui sont présents dans le mouvement, dans le mouvement historique qui va vers l'unification de l'Europe. Ce sont des lestes, il faut les supporter. Ils font de la friction en les amenant avec. Ouais. Par exemple, Beppe Grillo, le mouvement des 5 étoiles, qui est un mouvement présenté comme populiste de ce côté-ci des Alpes, c'est un parti de droite, d'extrême droite? Non, c'est un parti anti-corruption. La corruption, c'est le problème géant de mon pays. Et donc, c'est un parti anti-corruption. Donc c'est un parti qui a une certaine nécessité politique? A une nécessité politique, oui. Et je suis gré au mouvement 5 étoiles parce que son existence couvre la possibilité ou empêche la possibilité d'un front national aussi en Italie. Vous qui avez été un militant d'extrême gauche, vous croyez à la démocratie, aux élections? Il faut aller voter, par exemple en France, à la présidentielle? Vous encouragez les gens à aller voter? La démocratie, c'est notre format de civilisation. C'est le mieux que nous avons pu inventer. Donc il faut la soutenir, la démocratie. Il fut un temps où les militants de l'extrême gauche disaient élections, piège à con, que ça ne sert à rien des élections. Donc vous pensez que... C'était l'autre siècle. C'était le siècle des révolutions. Ouais. Qui avait obtenu, avec ce format des révolutions, des grands changements. On avait renversé des empires coloniaux, on avait redessiné la géographie du monde. Ouais. Donc, ça c'est terminé, l'époque des révolutions. Merci Eri De Luca. Je rappelle quelques titres de livres que vous avez écrits pour ceux qui voudraient vous retrouver dans vos livres. Il y a Tu mio en 1998, Monte di Dio dont on a parlé, Le poids du papillon aussi qui était un très beau petit livre, une nouvelle, Au nom de la mer. Il y en a plein, j'en cite quelques-uns. Le plus et le moins, La parole contraire, on en a parlé, Le tort du soldat. Et le dernier? Oui, le dernier. C'est La nature exposée. La nature exposée. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu merci à vous. Sur le plateau du 64 minutes.